l'Ukraine dispose de suffisamment de ressources pour résister à cette guerre et réussir? Aurélien Duchesne, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de surestimer ce que l'Ukraine a pu obtenir? Parce que entre effectivement les promesses qui ont été faites et ce qui est arrivé sur le terrain, et encore une fois aussi l'aide américaine qui s'est ralentie parce qu'il y a eu des blocages au Congrès, on n'est pas forcément si bien parti que ça, si? Alors, pour tenir dans la défensive, avec leurs seules ressources propres, quand je dis ressources propres, c'est à la fois la nation en armes qu'est l'Ukraine et aussi, par exemple, leur capacité dite domestique, c'est-à-dire de production d'armement en général artisanaux, par exemple de fameux drones dits low cost à 20 000 $ qui peuvent casser un char qui en vaut 10 fois plus. Les Ukrainiens ont montré qu'ils savaient faire dans la défensive. À l'inverse, c'est plutôt dans l'offensive, justement, quand l'offensive, il faut en général un ratio de 3 attaquants pour un défenseur. En général, c'est ce qui avait manqué aux Russes quand ils ont attaqué Kiev au début de la guerre, c'est ce qui a manqué par la suite aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont les ressources propres pour tenir, semble-t-il, de la défensive. Même si là où ça commence à pêcher, c'est surtout en termes de mobilisation, parce que ils ne peuvent pas faire beaucoup de turnover, c'est-à-dire que les hommes restent des semaines et des semaines, voire des mois sur le front sans permission, là où les Russes ont une masse humaine beaucoup plus importante. Mais la deuxième ressource dont, à mon avis, parle l'OTAN, c'est la profondeur stratégique de l'Ukraine, c'est nous. Ce sont les Occidentaux, parce que ce qui manque aux Ukrainiens, ce sont par exemple les fameux obus au standard OTAN, 155 mm. Ce sont aussi par exemple les munitions dites intelligentes pour des frappes dans la profondeur, des missiles longue portée, etc. Tout ça, c'est à l'Occident de les fournir. Et le fait de parler de l'horizon 2026, c'est aussi une manière pour l'OTAN à la fois de mettre la pression sur les Américains. À compter d'aujourd'hui, légalement, les Américains ne peuvent plus prélever sur leur stock ou faire de nouveaux budgets pour l'Ukraine tant que le Congrès bloque ça. Et au niveau européen, Thierry Breton veut lancer un plan de 100 milliards d'euros pour développer l'industrie de défense européenne, voire des acquisitions en commun. Mais c'est maintenant qu'il faut se préparer, parce qu'à horizon 2025, on risque de ne plus pouvoir aider l'Ukraine avec l'ampleur qu'on a eue jusqu'ici sur nos propres stocks. Alors justement, vous parliez de moyens humains. L'OTAN dit aussi il n'y a absolument aucun risque de défaite. Déjà, ça fait quand même plaisir à lire. La Russie perd 300 soldats par jour, des milliers de véhicules blindés, des centaines d'avions. Effectivement, en général, on a l'impression que la Russie, à un moment, elle s'est un peu estimée, j'allais dire surarmée, et elle a peut-être un peu gâché ses moyens humains et matériels. Alors, dans ce qui est écrit par le secrétaire général adjoint, c'est pas tout à fait ça. La Russie perd 300 soldats par jour, oui. Elle a perdu des milliers de véhicules blindés et des centaines d'avions. Elle n'en perd plus aujourd'hui. C'est pas des centaines d'avions par jour. Hein. Oui, bien sûr. Elle en perd beaucoup moins, bien sûr. Et puis les Russes, vous savez, les Russes, il faut jamais sous-estimer aussi leur capacité d'adaptation. Hein. Ils ont appris, ils ont appris à leurs dépens, ils ont appris lourdement, et ils sont beaucoup plus prudents dans l'emploi de leur aviation. Ils sont beaucoup plus prudents aussi dans l'emploi de leurs blindés. En fait, si vous voulez, il y a deux choses pour moi qui sont prioritaires pour nos amis ukrainiens. Un, c'est une mobilisation complémentaire. Ça, c'est un vrai sujet interne à l'Ukraine. Mais franchement, pourquoi ? Parce qu'ils usent beaucoup leurs soldats qui sont les mêmes depuis des mois, et ça crée des tensions d'ailleurs en Ukraine. Donc là, il y a une vraie question de mobilisation. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de jeunes qui soient impliqués et plus de turnover si possible. La seconde chose, c'est la défense aérienne. Les moyens de défense aérienne. Parce qu'il y a eu tellement d'attaques de missiles et de drones côté russe que il faut les intercepter, et il faut des moyens de défense aérienne. Or, la problématique, elle est extrêmement simple, c'est que on a séché aussi les moyens de défense aérienne européens, voire otaniens. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas après 30 ans de guerre froide, on en a tiré des dividendes, on s'est dit plus jamais ça, il n'y a plus aucune raison. Nous, la décision nucléaire. Donc les moyens solaires, si vous voulez, ils sont insuffisants, non seulement bien sûr en Ukraine, mais dans toute l'Europe, dans tous les pays otaniens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on leur donne les moyens de se développer, de les construire eux-mêmes, à moindre coût. C'est pour ça que Thierry Breton a un rôle très important. Il faut que les ressources financières européennes et également otaniennes soient consacrées à ça, pour pas systématiquement dépendre des décisions du Congrès, et puis que nous aussi on puisse remonter en puissance. Il faut savoir que je prends l'exemple de l'armée de l'air et de l'espace. Elle a dû faire des choix. Elle a déjà diminué drastiquement ses avions de combat. Il est heureux qu'on recommande 42 Rafale, mais c'est même pas 42 qu'il nous faudrait, c'est 80 ou 90 de plus. Enfin, c'est mieux que rien. Et là où on a pêché aussi, c'est en défense aérienne. C'est-à-dire que les missiles solaires, on s'en savait extrêmement peu. Donc du coup, on a été vraiment vers un minima. Et c'est un peu le cas de tous les pays otaniens.
J'aimerais, si vous le voulez bien, vous emmener à une dizaine de kilomètres de Bakhmout, dans la ville de Tchassiv Yar, parce que cette ville, il semblerait que ce soit la prochaine cible des Russes. En tout cas, c'est ce que disent les renseignements ukrainiens. Les habitants, eux, vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs, Nathalie Schrin, ils n'osent plus sortir dans les rues, sauf pour récupérer l'aide humanitaire. Solène Rioux, Gabriel Aurillon et André Riabeka s'y sont rendus aux côtés de la 23e, du 23e bataillon des forces spéciales. Regardez le reportage. Départ en trombe. Direction la position d'artillerie du 23e bataillon des forces spéciales. Sur la route pour aller tirer, il faut être en permanence aux aguets. C'est l'heure de la rotation des équipages. Et c'est dans un froid glacial que ces soldats s'activent. Stocker des obus là-bas. Leur force de frappe est à quelques pas. C'est ce canon anti-char, le MT-12 Rapira. Les Russes ont le même type de canon soviétique, mais eux, ils ont beaucoup plus d'obus car d'autres pays les aident. Ce sont en effet 6 fois plus d'obus qui sont tirés par les Russes. Feu! On a tiré sur les Ruskov. C'est bon, vous avez atteint la cible. Ok, compris. Sous pression, les soldats sont ici en défense. L'infanterie russe est à seulement 5 km de Tchassiv Yar. Sur 12 000 habitants avant la guerre, seuls 800 sont restés. Dans ces rues meurtries, ils sont rares à oser encore sortir. C'est pour mes voisins. Je leur ramène des repas et du pain. Une aide humanitaire salvatrice pour Olena, 59 ans. Merci. Repas sous le bras, elle nous emmène dans ce qu'elle appelle sa deuxième maison. On va au sous-sol, c'est là qu'on mange, mais on ne dort pas en bas pour l'instant. Et on prie Dieu de ne jamais avoir à le faire. Cet abri, elle le partage depuis près d'1 an avec son amie Lyudmila, qui, elle, a tout perdu dans un bombardement. Moi, je suis sans abri. C'est très dur. Ça me fait mal au cœur. En restant ici, ces femmes subissent la précarité, sans eau courante, ni chauffage, ni réseau téléphonique, mais avec des frappes quotidiennes. On veut la paix, ne plus se faire tirer dessus et ne plus entendre d'explosions. Le soir, je n'arrive même pas à m'endormir sans prendre un cachet. Vivre ici, c'est risquer la mort chaque jour. C'est dans cette maison criblée d'éclats qu'un jeune homme et sa mère sont morts le soir du Nouvel An, tués par l'obus qui s'est écrasé dans leur jardin. Vassil, un ami de la famille, est encore sous le choc. C'est un tel drame. Je n'ai pas les mots. J'ai juste envie de pleurer. Ils étaient tellement gentils. Il faut que cette guerre s'arrête. Peut-être même qu'il faut négocier. D'autant que 8 mois après la chute de la ville voisine, Bakhmout, tous craignent ici d'être les prochains. Et de son côté, la Russie est-elle totalement à court de chars? C'est ce que croit savoir le magazine américain Forbes, qui s'appuie sur plusieurs sources d'observateurs internationaux. La Russie a perdu près de 90% de ses chars en Ukraine. On est en direct avec Michel Polaco, expert en aéronautique notamment, et plus généralement des questions de défense. Est-ce que vous croyez à ce chiffre, vous, 90% de pertes? Écoutez, non, j'ai essayé de regarder par tous les bouts ces chiffres et voir en quoi ils étaient crédibles. Que la Russie ait perdu près de 3000 chars, c'est tout à fait probable depuis 2 ans, car effectivement, elle a eu une très forte attrition. Et puis, deuxièmement, ils ont utilisé beaucoup de chars assez anciens. Et dans certains cas, ils n'ont même pas pris la peine de les récupérer ou d'essayer de les réparer. C'était beaucoup trop compliqué. Surtout que ça valait pas vraiment la peine vu que c'était pas des appareils modernes. Mais si vous voulez, si on se base sur les chiffres historiques de l'Union soviétique, elle avait à l'époque environ 18 000 blindés, 18 000 chars. On pense que dans les années 2015, c'est-à-dire après la première opération en Crimée, il restait environ 6 à 7 000 blindés plus modernes en chars lourds, en blindés lourds, en chars lourds. Donc, a priori, quand même, la Russie en a encore pas mal, d'autant plus qu'elle a une production qui ne s'est pas interrompue et qui a été renforcée. On estime qu'elle produit environ 350 blindés lourds chaque année. Donc oui, elle a des difficultés, c'est certain.
Mais de là à dire que demain, la cavalerie, puisque ça s'appelle la cavalerie russe va être obligée de se transformer en infanterie, je ne crois pas. Alors même si effectivement on peut douter de ces chiffres qui sont en plus multisourcés, donc on a plusieurs chiffres qui corroborent d'autres chiffres, donc c'est un peu compliqué, mais effectivement si on se réfère à ceux qui sont en tout cas ceux qui font foi dans ce fameux article de Forbes, on dit qu'il y en a eu 1725 détruits, 145 endommagés, 205 abandonnés et 544 capturés par les Ukrainiens. Est-ce que ça veut dire aussi qu'à un moment on a peut-être du côté russe négliger la question des chars parce qu'on pensait que les ressources étaient illimitées, que tout ça allait aller très vite et qu'au final on n'avait pas besoin d'y prêter attention? Alors, il est certain, si vous voulez, que la Russie, ex-Union soviétique, n'a pas fait la guerre depuis 1979, c'est-à-dire depuis l'Afghanistan. Et que donc, elle a beaucoup perdu en termes d'entraînement. Et puis, bon, vous le savez, l'Afghanistan n'a pas été une expérience qu'on peut dire très réussie, puisque les soviétiques à l'époque ont été obligés d'une part de partir la queue basse et d'autre part d'abandonner le terrain sans avoir réussi à atteindre leurs objectifs. Donc ils n'ont pas beaucoup de succès, si vous voulez, dans les 30-40 années passées, et donc c'est pas étonnant qu'ils aient un réapprentissage à faire de l'utilisation de l'arme blindée, qui est complexe. Il ne faut pas s'imaginer que parce que ce sont des armes qui sont assez souvent moins sophistiquées que les armes aériennes. Il ne faut pas s'imaginer que c'est simple. C'est complexe l'utilisation des blindés. Les systèmes d'armes, les systèmes de visualisation, etc. qu'il y a à bord sont en plus assez disparates chez les Russes. Ils sont victimes évidemment de l'embargo, ce qui les empêche de se fournir en certains composants qui leur servent pour fabriquer je dirais l'électronique de bord de leurs blindés. Donc oui, c'est certain qu'ils ont des difficultés. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Michel Polaco, il ne reste pas moins qu'ils ont quand même du stock. Alors, et justement, il nous reste 15 secondes. Juste, vous l'avez dit, à peu près 150 à 200 chars reproduits par an. Ça veut dire qu'à ce rythme-là, on va très vite arriver à une pénurie. Moi, je suis à 350 produits par an. Je ne suis pas à 150 ou 200, si vous voulez. Et puis, le chiffre de deuxièmement, oui, mais Forbes, c'est Forbes, si vous voulez. Vous savez, il ne faut pas se faire trop d'illusions. De part et d'autre, chacun publie des chiffres qui valent ce qu'ils valent. Hein.